On va poursuivre sur cette rupture entre les États-Unis et l'Ukraine avec Guillaume Lavoie, membre associé de la chaire Raoul d'Endurance. Salut Guillaume. Bonjour Marie-Ève. Avant de plonger dans le sujet diplomatique, dis-nous d'abord, quelle a été ta réaction en voyant la scène qui s'est déroulée hier au Bureau ovale? Ben, c'était une tristesse infinie. C'était aussi révélateur, la posture de Donald Trump. Oublions le fait que peut-être que M. Zelensky aurait dû mieux comprendre l'ego puis la personnalité peut-être un peu égoïste de M. Trump et de prendre davantage d'humiliation pour essayer de sauver, du moins publiquement, la relation. Mais au-delà de ça, c'était une scène qui était impensable dans l'histoire des États-Unis, où un président des États-Unis a démontré au monde entier qu'il était essentiellement et uniquement transactionnel. Pour lui, il n'y a pas de différence entre l'Ukraine et la Russie. À la limite, il s'entend mieux avec Vladimir Poutine, envers qui il voit quelqu'un qui était son allié objectif, et l'Ukraine un irritant avec lequel il est pris. Et au détriment de l'idée, comme si les États-Unis n'avaient pas un camp au préalable, n'avaient pas des principes fondateurs qui sont de celui d'être le leader du monde libre. Alors ça, en soi, c'est extraordinairement surprenant. Et au final, que des perdants et un seul gagnant, ou peut-être deux. D'abord, M. Zelensky perd parce que là, est-ce qu'il pourra retricoter sa relation, du moins en, en apparence, avec M. Trump? M. Trump a perdu beaucoup de crédibilité à l'international et aussi auprès d'une bonne partie du peuple américain. Les autres leaders du monde libre qui attendent le leadership des États-Unis se retrouvent un peu laissés pour compte. Et le seul grand gagnant dans l'histoire, c'est Vladimir Poutine, voire la Chine, qui voit un retrait des États-Unis et laisser le reste du monde à son propre sort. Alors le reste du monde libre devra se dire, ben, si on croit à ces principes-là et que le leader classique appelons ça de la coalition occidentale, ne veut plus jouer son rôle, est-ce que quelqu'un voudra jouer ce rôle-là? Eh bien là, les principes et les discours, c'est gentil, mais il faut l'appuyer par des vrais engagements monétaires, diplomatiques, militaires. Et là, ben, c'est là où le sommet à Londres sera révélateur. Oui, absolument. Mais en tout cas, c'est ça. Toute cette scène hier a vraiment confirmé un virage diplomatique radical de la part de Washington. On sait que la garde rapprochée de Trump le soutient vraiment. Ils sont sortis dans les médias en réaction dans les dernières heures. Mais est-ce qu'il y a certains élus et républicains qui voudraient essayer de garder cette aide, de continuer cette aide à l'Ukraine? Parce qu'on sait, par exemple, l'an dernier, le leader à la Chambre des représentants, Mike Johnson, avait milité pour soutenir l'Ukraine. Oui, et là, franchement, il n'y a pas d'autre mot que l'hypocrisie ou la couardise, parce que de Mario Rubio à Lindsey Graham à Mike Johnson, il n'y avait pas de mots assez durs dans la langue anglaise pour parler de Vladimir Oui, Poutine oui. comme étant le mal incarné, comme étant quelqu'un qui était un criminel de guerre, un infréquentable, et ils étaient tous debout à applaudir et à démontrer leur solidarité absolue envers l'Ukraine. Pete Hegseth, qui est le faiseur de Donald Trump, maintenant secrétaire de la Défense, faisait partie de ceux-là. Et là, ils sont tous en train de se contorsionner pour soit faire preuve de silence face au comportement de Trump, ou encore trouver des manières d'essayer de justifier la chose qui vient de se passer. À la limite, le seul qui est un peu cohérent là-dedans, c'est J.D. Vance, qui a toujours eu une réticence de cette solidarité à l'Ukraine, qui n'en voit pas une priorité du tout. À la limite, M. Trump, mais il y a une espèce d'effondrement je dirais, des colonnes du temple au sein du Parti républicain. C'est pas nouveau. On voit ça depuis l'arrivée de Trump. Maintenant, jusqu'où ça ira? Est-ce que ce sera le choc dont ont besoin certains leaders républicains pour se redonner une colonne vertébrale? Est-ce qu'il y aura une partie du peuple? Le vrai jugement sera populaire. Lorsque vous écoutez Fox News, c'est Zelensky qui était un polisson dans le bureau ovale. Est-ce que les Américains seront convaincus par ça? Il n'est pas impossible que Trump perde de la crédibilité au général. C'est certainement arrivé parce que, à l'échelle du monde, il n'y a que Poutine et ses sbires pour encenser les gestes du président Trump. De la France à la Grande-Bretagne, au Oui. Canada, au reste des pays, on est clairement résolu à appuyer l'Ukraine et composer avec un président américain plus problématique. Alors ça, il y a un test de crédibilité pour tout le monde ici.
Et donc, tu le disais, Volodymyr Zelensky est parti les mains vides, mais Trump aussi ressort perdant de cette rencontre qui a été écourtée. Non seulement il n'y a pas cet accord sur les minéraux critiques qu'il voulait signer, mais aussi il semble s'éloigner de la possibilité d'arriver à un cessez-le-feu qu'il souhaitait tellement et qu'il voulait arriver à faire rapidement. Oui, c'était pas incarné dans des principes, c'était une espèce de démonstration de son seul pouvoir, hein. Pour le citer, là, au départ, c'était du seul fait de mon élection, cette guerre-là va arrêter. Et si j'avais été président, cette guerre-là n'aurait jamais eu lieu. Ensuite, c'est au jour 1 de mon arrivée à la présidence, il n'y aura plus de guerre. Mais c'est un accord un peu factice parce que l'accord permettait à tout le monde de sauver la face et de sécuriser à tout le moins en surface l'idée qu'il y avait une coalition entre l'Ukraine et les États-Unis. Mais la majorité, revenons à la géographie de l'Ukraine, simplifiée. L'ouest de l'Ukraine, c'est un grand champ de blé. L'est de l'Ukraine, c'est des mines. Et les fameux minéraux stratégiques dont on parle sont surtout dans des endroits contrôlés par la Russie. Voilà. Alors, de quoi est-ce qu'il était question exactement? Et l'Est de l'Ukraine a été tellement ravagé qu'on ne peut pas imaginer que tout ça aurait commencé demain matin. Alors, fondamentalement, il y aura des décisions à prendre et c'est binaire. Ou on est avec l'Ukraine, ou on ne l'est pas. Et là, peut-être que ce qu'on voit, c'est que les États-Unis ne veulent plus l'être sous l'administration Trump. Oui, ce sera à voir si on va réussir à rebâtir les ponts, les États-Unis et l'Europe. En terminant, Guillaume, je voulais par ailleurs aborder ce ménage brutal du DOGE, du département de l'efficacité aux États-Unis, qui suscite de plus en plus de grogne, plus il coupe. Mais on commence à sentir qu'il y a une certaine résistance là, qui s'organise de plus en plus pour freiner Elon Musk. Oui, et c'était peut-être la grande motivation pour aller le plus vite possible. D'abord, philosophiquement, l'approche de Musk est si je brise tout, au pire, peut-être je devrais remettre certains morceaux ensemble, mais à tout prendre, mieux vaut tout débrancher. Ce qui enlève énormément de crédibilité à l'exercice de M. Musk également, c'est le nombre de fausses nouvelles ou d'exagérations grossières qui sortent de ça. Au début, c'était des centaines de millions de dollars en condons envoyés à Gaza, qui étaient après ça supposément utilisés par le Hamas et tout, pour se rendre compte plus tard qu'il s'agit de la province de Gaza au Mozambique. Et ensuite, à peu près toutes les choses qui ont été coupées, on découvre qu'il y a un paquet de contrats qui étaient supposément annulés, qui étaient déjà réalisés. Et à la fin, vous savez que, remettons ça en perspective, 65 milliards de dollars d'économie, si ce chiffre-là était véritablement véridique, à la fin, le budget américain, c'est presque 7 000 milliards. Alors, c'est même pas 0,1% de la somme. Alors, mais à force d'enlever des briques dans l'édifice, ça va faire des dommages. L'annulation d'un paquet de contrats de USAID, donc l'aide étrangère, voudra dire qu'il y aura des enfants quelque part qui ne mangeront pas. Et ce n'est pas de l'argent uniquement pour la générosité. Vous savez, la recette classique pour faire naître le terrorisme, c'est un lieu avec des grandes inégalités économiques, un chaos politique gigantesque et un État qui fait faillite. Et si vous n'avez pas l'aide étrangère pour essayer d'empêcher le chaos de s'installer, ben vous aurez à le payer beaucoup plus tard et c'est peut-être ce qui risque d'arriver. Oui, mais autant dans le cas du DOGE que de l'Ukraine, on voit que pour l'administration Trump, c'est vraiment l'argent qui prime. Très intéressant ton analyse, Guillaume, la voix de la chère Raoul Dandurand. Merci d'avoir été avec nous. Au plaisir. Au plaisir.